Bonjour à toutes et à tous, bon vendredi avant toute chose. Ça y est, on entre dans le dur, dans la série que j'attendais énormément et en même temps que je la redoutais autant que je l'attendais. Le Seigneur des Anneaux, mon univers d'Heroic Fantasy préféré. La trilogie de Peter Jackson et même les deux trilogies en comptant le Hobbit sont les films que je préfère de tous les temps. Les romans et l'univers littéraire Tolkien, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Et donc, autant vous dire que l'attente était, à l'image de la crainte, très élevée. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je viens de regarder les 2 épisodes. Il a fallu que je digère un petit peu, que je relise certaines choses par rapport à certains personnages. Mais avant toute chose, vous voyez que j'ai un casque avec un micro et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires à la fin de la vidéo, est-ce que le son est meilleur comme ça ou est-ce qu'il est meilleur comme il était d'habitude? D'habitude, je me basais uniquement sur le haut-parleur du smartphone, mais le problème c'est que quand je bougeais, forcément, à un moment donné, on entendait moins. Là, avec un petit casque micro, très simple, pas cher, peut-être que ça va améliorer les choses. Vous me direz ça dans les commentaires. Si c'est le cas, je garderai ce petit casque micro pour toutes les vidéos. Et puis l'autre gros casque pour les lives sur l'ordinateur. Et j'en profite pour vous dire que dimanche soir, on commencera les lives Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, tous les dimanches à 21h pendant 7 semaines, puisqu'il y a 8 épisodes, mais cette semaine, ils en ont diffusé 2. Et donc, cette semaine et les 6 prochaines semaines, en plus des lives House of the Dragon tous les mercredis, il y aura des lives Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, tous les dimanches soirs. Et je compte sur vous pour être là. On va analyser en détail avec des invités différents que sur les Anneaux de Pouvoir, quelques-uns qui seront les mêmes. Vous verrez, on va se régaler. Mais avant toute chose, je vous donne mon avis. C'est un avis avec une petite partie sans spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes et qui voudraient être rassurés ou pas de savoir si la série est woke, c'est-à-dire progressiste. On rappelle que le wokisme, c'est le progressisme. C'est le principal reproche qui a été fait par rapport aux déclarations dans la promotion de la série. Et l'énorme soulagement, non, à la série, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, je me base uniquement sur les 2 premiers épisodes, n'est pas woke. On ne tombe pas dans ce fléau, et j'insiste sur le mot, ce fléau qui gangrène Hollywood, les séries sur les plateformes de SVOD aujourd'hui, c'est-à-dire l'inclusivité diversité jusqu'à l'absurde. Et je dis pas l'inclusivité diversité, je dis jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire plus que de raison, en trahissant les œuvres de base, en rajoutant pour tout simplement du militantisme idéologico-politique. Sur ces 2 premiers épisodes, ça n'est pas le cas. Et tous ceux qui vous diront que cette série ne vaut rien alors qu'ils ne l'ont même pas vue, se trompent. Voilà, je le dis, tous ceux qui vont qualifier cette série de merde wokiste, ces gens-là, c'est même pas la peine, ils sont pas nuancés, c'est soit des gens qui n'ont pas vu la série, soit des gens qui avaient déjà des a priori et qui ont regardé les épisodes du coin de l'œil en ne voulant voir ce qu'ils ne voulaient voir. La série n'est pas progressiste, elle reste fidèle à 95% à l'univers et à la façon d'écrire de Tolkien. Il y a un détail sur un personnage qui pourrait gêner, mais ce personnage n'apparaît que 5 minutes. C'est la reine Disa, la reine des elfes, la Black sans barbe. On y reviendra, j'y reviendrai dans l'épisode et aussi dans le live. Est-ce que c'est réellement gênant? Est-ce que c'est un sacrilège ou pas? Je vous avais dit que je serais sans pitié avec la série, bien plus que sur House of the Dragon, Game of Thrones, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur. Et là, je vous le dis, j'ai été agréablement surpris de bout en bout. Et quand le 2e épisode s'est terminé, j'avais vraiment envie de voir le 3e. Je me suis dit non, c'est pas assez long, j'ai besoin d'en voir plus. Et pourtant, les épisodes font plus de 1 heure chacun. Alors, commençons par dire que ici, ça se passe des milliers d'années avant Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et donc la trilogie de livres, mais aussi la trilogie de films. Ça se passe des milliers d'années avant que les hommes soient fermement établis sur la terre du milieu, que les différentes lignées, les différents royaumes soient pleinement
affermis comme le Rohan ou le Gondor. Vous ne trouverez pas des personnages du Seigneur des Anneaux, mis à part Galadriel et Eldrond, qui sont joués par des acteurs différents, puisque plusieurs milliers d'années avant, ils sont plus jeunes, même si les personnages ont déjà vécu plusieurs siècles, et on l'apprend. On retrouve les ancêtres des hobbits. Je vous schématise, je ne vais pas rentrer dans les détails puristes, vous dire si c'est des membres d'une branche, d'un peuple. On va schématiser. On retrouve les ancêtres des hobbits, les pieds velus, qui sont dans la même ADN que les hobbits. Quand je dis l'ADN, c'est-à-dire les mêmes coutumes, le même humour, la même façon de vivre, le même genre de paysage que la comté. Alors là, c'est pas encore pleinement établi, il n'y a pas encore la comté. Bien sûr, ça se passe des milliers d'années avant, mais déjà ça, c'est fidèle. Les nains, alors là, il y a un soin qui a été apporté à Khazad-dûm, avec Durin, avec le père de Durin, avec les différents nains et leurs coutumes, brisage de pierre, l'humour des nains, l'hospitalité ou l'inhospitalité des nains. C'est extrêmement fidèle à ce que l'on voyait dans le Hobbit et ce que l'on apprenait aussi dans le Seigneur des Anneaux, même si ça fait un petit quelque chose, parce que là on voit Khazad-dûm presque à son apogée, et que dans le Seigneur des Anneaux, notamment la communauté de l'anneau, on voyait Khazad-dûm qui était devenu un tombeau. Au niveau des elfes, on voit deux sortes d'elfes, les elfes normaux et les elfes sylvestres, les elfes de la forêt. Même si pour l'instant les elfes sylvestres, ça reste quand même un tout petit groupe de 3 ou 4 hommes, mais c'est surtout les elfes que l'on voit, et Galadriel, Elrond, le roi Gil-galad, tous des noms qui vous ont été comptés dans Le Seigneur des Anneaux. Là, vous allez vous régaler, vous allez voir ces héros aux heures les plus importantes de leur passé. Et il y a autre chose qui avait agacé les fans, et ça, j'ai pas compris pourquoi. C'était le côté badass guerrière de Galadriel. Alors ça n'est absolument pas un sacrilège à l'univers Tolkien. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas l'univers Tolkien. Euh, à aucun moment on nous a dit que Galadriel c'est une femme qui restait dans son royaume et uniquement à faire de la poésie, à parler, réfléchir ou à faire des prophéties. Elle a eu une vie de plusieurs milliers d'années, Galadriel. C'est évident qu'elle a participé au combat, qu'elle a été une soldat et même une soldat d'importance, et qu'elle a un vécu sur le terrain. D'ailleurs, ne serait-ce que dans le Hobbit, on s'aperçoit de sa puissance quand elle combat Sauron, dans le Hobbit version longue. Donc ici, Galadriel, jouée par Morfydd Clark. Alors on ne connaît pas très bien l'actrice encore, mais je peux vous dire qu'elle envoie du lourd en termes de charisme. Je trouve qu'elle joue très bien, elle est juste, elle en fait ni trop ni trop peu. Elle n'essaye pas non plus de faire du copier-coller sur Cate Blanchett, parce que c'est impossible. De toute façon, Cate Blanchett, c'est le top du top. Mais elle arrive quand même à coller à la personnalité de Galadriel. On ressent de la sensibilité chez le personnage, mais en même temps, voilà, ce côté intrépide, obstiné, qui voit le danger avant les autres. Et ça, c'était quelque chose qui a fait trait à la personnalité de Galadriel, que ce soit dans le Hobbit ou dans le Seigneur des Anneaux. Elle avait toujours un temps d'avance parce qu'elle avait cette espèce de clairvoyance. Et là, c'est très bien montré. Au niveau de Elrond, joué par Robert Aramayo, si son visage vous dit quelque chose, c'est normal. Il fait Ned Stark jeune dans la saison 6 de Game of Thrones. Donc Ned Stark, Sean Bean, il faisait Ned Stark jeune lorsqu'on avait les passages avec Lyanna et la naissance de Jon Snow. Donc il est excellent, Robert Aramayo. Pareil, il joue juste, mais vraiment, hein, il n'en fait ni trop ni trop peu. Il est badass, mais il n'a pas de scène de combat pour le moment. Par contre, il envoie du lourd en termes de charisme, de classe, de diplomatie. Chaque mot sont pesés, et on sent que c'est fait naturellement. Le personnage naturellement dégage, enfin l'acteur naturellement dégage quelque chose de charismatique, ça fait plaisir. On a un acteur connu, Benjamin Walker, qui fait le roi Gil-galad. C'est peut-être l'acteur le plus connu de tout le casting. Mais c'est normal, ils ont pris un casting de gens pas très connus. Déjà parce qu'il ne faut pas écraser par le poids de la notoriété, il ne faut pas écraser
la série, parce que sinon les gens ils vont dire ah ben voilà on vient voir la série pour tel ou tel acteur connu. Non, il faut venir voir la série pour son scénario. Et en même temps, parce que la série a coûté tellement cher, et là c'est un autre gros point positif, je vais vous en parler, qu'il fallait rogner au niveau du budget et prendre des acteurs moins connus pour les payer moins. Et donc l'immense partie du budget, on rappelle 1 milliard de dollars pour 5 saisons, normalement il n'y aura que 5 saisons, après on verra, mais normalement c'est 1 milliard de dollars pour 5 saisons, soit 200 millions à peu près par saison. Les 200 millions on les voit à l'écran. Paysage naturel, alors bien évidemment qu'il y a du fond vert à certains moments, c'est une évidence. Quand ils sont dans Casa Doom, ils n'ont pas tout forgé, bien évidemment, pour le film, mais c'était pareil aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Mais énormément de paysages réels, un soin apporté aux costumes, aux armes, au mobilier. C'est brillamment réalisé par Juan Antonio Bayona qui réalise ces 2 premiers épisodes. Pourtant, je ne suis pas un fan. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit sur ma vidéo de Jurassic World 3. J'avais pas du tout aimé le parti pris de réalisation de Jurassic World Fallen Kingdom, que beaucoup avaient adoré. Mais il faut le dire, Juan Antonio Bayona ici fait un boulot exceptionnel en termes de réalisation. C'est classique. Vous n'allez pas avoir des idées de mise en scène révolutionnaires, mais en même temps, c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de classique, mais qui soit somptueux. Et c'est peut-être le mot qui m'est revenu le plus en tête quand je regardais, c'est somptueux. Et l'énorme point positif qui m'a surpris, et c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que je vous dis, la musique de Howard Shore sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et on pourrait dire Le Hobbit, mais surtout la trilogie Le Seigneur des Anneaux, pour moi se hisse parmi les plus grandes bandes originales de tous les temps. Et je dirais même que le talent de Howard Shore n'avait rien à envier à du Mozart, du Beethoven ou du Wagner. Clairement, Howard Shore a réalisé la symphonie du XXe siècle, du XXIe siècle, avec les bandes originales du Seigneur des Anneaux, la trilogie. Et donc, c'était mission quasi impossible de passer après. Il a écrit et composé le thème principal, mais pas la bande originale complète de la série. La bande originale, c'est Bear McCreary. Vous connaissez le boulot de Bear McCreary sur The Walking Dead, mais surtout sur la série de Apple TV+, avec Jason Momoa, et Foundation, autre série Apple TV+, dont je vous parlerai ce mois-ci sur la chaîne. La critique est déjà prête depuis quelques mois, elle vous attend bien tranquillement au chaud, vous verrez Foundation, une des meilleures séries de SF que j'ai pu voir. Bear McCreary est-il au niveau de Howard Shore? Parce que forcément la comparaison va se faire, c'est une évidence. Alors je dirais pas oui à 100%, mais on s'en approche. Il a réussi à composer des thèmes, des mélodies tout entières, des symphonies tout entières, ça envoie du très lourd. Et ça m'a saisi au niveau vraiment des oreilles, ça m'a saisi. Je me suis dit, waouh, là, attention, ça plaisante pas. Il y a un soin qui a été apporté à la composition. On sent qu'il a eu nos limites au niveau du budget, symphonie, des chœurs, au niveau des instruments. On sent qu'il a eu tout le budget qu'il voulait pour faire la musique. Ça se voit, ça s'entend. C'est sublime, vraiment. Ça arrive à rendre un côté épique quand vous entrez dans Casa Doom, que vous voyez les nains, quand vous êtes au royaume des elfes. Vous entendez les thèmes musicaux, c'est pas les mêmes que dans Le Seigneur des Anneaux, mais vous entendez des thèmes musicaux qui sont sublimes, saisissants. Et donc, avant de rentrer dans les spoilers, tout ça c'est une partie sans spoilers. Avant de rentrer dans les spoilers, la musique est irréprochable, la réalisation est irréprochable, l'interprétation est quasi irréprochable. Il y a peut-être un personnage par-ci par-là un petit peu moins agréable, un petit peu stéréotypé, notamment la meilleure amie de la petite pied velue. Alors la petite pied velue Nori, elle est excellente, mais l'autre qui fait sa meilleure amie, qui l'accompagne partout, qui fait une sorte d'ersatz de Sam Gamgee, est pas terrible. Mais c'est pas très grave, franchement, ça reste un détail. En dehors de ça, je n'ai rien à reprocher à l'interprétation. Maintenant, on va en venir au scénar, et donc forcément, on va passer à la partie avec spoilers. Il ne me reste juste, avant de vous quitter, la partie sans spoilers, et il ne me reste qu'à vous dire, n'écoutez pas les mauvaises langues qui critiquent la série avant même de l'avoir vue. Vous savez, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, et je l'ai répété à de très nombreuses reprises dans mes lives et mes vidéos, je serai sans pitié sur tout ce qui est progressisme dans Le Seigneur des Anneaux, parce que Tolkien n'était pas un progressiste. Tolkien n'était pas un progressiste. C'était un conservateur religieux. Il suffit de connaître un petit peu sa biographie et sa vie pour le savoir.
Donc, si on en venait à avoir des persos LGBT, ça, ce serait une hérésie dans le monde du Seigneur des Anneaux, parce que ça trahirait Tolkien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je serais sans pitié si c'était le cas. Parce que ce qui peut coller dans l'univers de George R.R. Martin, parce qu'il a écrit des persos qui sont voilà, avec des sexualités assez plus ou moins étranges, dirons-nous, voilà, on ne peut pas discriminer. Ce qui peut coller dans Game of Thrones ne marche pas dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que Game of Thrones et House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux, ce sont deux univers différents. Oui, c'est de l'heroic fantasy, mais l'heroic fantasy, c'est très large. Et ici, sur Le Seigneur des Anneaux, on est plus sur de la fantasy que sur du médiéval dark. On est sur de la fantasy avec de la magie, avec des pouvoirs, avec énormément de mythologie, avec du mystique. Et à ce niveau-là, les 2 premiers épisodes en contiennent pas mal, notamment au niveau d'un personnage, mais je vais y revenir dans la partie avec spoilers. Donc ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste que voilà, y a des dragons. À un moment donné, il y a une scène de bataille au début où ils s'affrontent avec des dragons. Quand on entend qu'ils ont affronté Sauron plusieurs siècles avant le début de la série, qu'ils ont affronté les orques et tout. Oui, vous allez avoir des petits éléments qui sont communs aux deux séries, qui se ressemblent. Mais Le Seigneur des Anneaux et l'univers Tolkien n'a pas grand-chose à voir avec l'univers de George R.R. Martin, qui est beaucoup plus centré sur l'humain, les complots, les dépravations, inceste et tout ce genre de choses. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. Il y a une certaine pureté qui se dégage des romans, et donc y mettre de l'inclusivité, woke, LGBT, féminisme, anti-patriarcat, tout ça, ça n'aurait aucun sens. Ça trahirait l'œuvre de base. Sur ces 2 premiers épisodes, ça n'est pas le cas, mis à part sur le personnage de Disa, mais j'y reviendrai, parce que c'est un détail pour moi. Mais sinon, soyez rassurés, vous pouvez regarder la série. L'univers Tolkien, l'esprit Tolkien, pour l'instant, et on verra à la fin des 8 épisodes, mais pour l'instant, n'est pas trahi. Et c'est un fan absolu de Tolkien qui vous le dit, et qui n'aime pas le progressisme et qui n'aime pas le wokisme. Mais à un moment donné, il faut se montrer aussi nuancé et honnête intellectuellement. On ne peut pas défoncer une série sans l'avoir vue, et on ne peut pas uniquement garder ce qui nous intéresse et rejeter le reste. Tiens, à un moment donné, il faut voir la série dans sa globalité. Il y a peut-être des choses qui vous diront ah oui, bon là, ça c'était pas indispensable, on aurait pu faire mieux. Mais globalement, sur ces 2 épisodes qui durent plus d'1 heure, donc sur c'est près de 2h10, c'est pour moi quasi irréprochable. Et c'est une énorme et agréable surprise, et j'ai hâte d'être à vendredi prochain. Ça, c'était la partie sans spoilers. Pour ceux qui me quittent ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ne le demande pas assez souvent dans les vidéos, et c'est vrai que j'ai quelques rageux ces temps-ci qui ont tendance à mettre des pouces rouges sur toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette review des 2 premiers épisodes sans spoilers. On se retrouve demain pour une petite comédie française, parce que ça me fait plaisir. Et puis dimanche soir à 21h, live Seigneur des Anneaux, 100% spoilers. On va passer à la partie spoilers. C'est parti. 3, 2, 1. Partie spoilers, c'est maintenant. Alors, Galadriel qui traque Sauron avec un petit groupe d'elfes, qui retrouve la trace de Sauron, mais qui... alors Galadriel que l'on suit déjà enfant, donc c'est plusieurs siècles avant le début de la série. Son grand frère va partir au combat contre Sauron. En fait, c'est pas contre Sauron, je me trompe, c'est contre Morgoth. Voilà, Morgoth, alias Melkor, qui est un ancien, il me semble, un ancien Maillard, si je me trompe pas. Mais bon, il faudrait rentrer dans les détails du Silmarillion, ou un ancien Valar, je sais plus. Je crois que c'est un ancien Maillard. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Silmarillion, il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais il y a la guerre contre Morgoth qui a libéré des forces obscures. Il y a énormément de morts chez les elfes, mais ils arrivent à contenir la menace. Ceci dit, Galadriel grandit avec cette menace qui s'estompe peu à peu, mais qu'elle ressent. Elle ressent que Sauron est toujours vivant, puisque Morgoth a envoyé Sauron à la tête de ses armées. Sauron étant le lieutenant de Morgoth. Donc Sauron, dans l'univers de Tolkien, c'est pas la menace la plus importante. C'était Morgoth. Mais Morgoth, il s'est fait expulser. Voilà. Donc Morgoth, il est out. Maintenant, reste Sauron.
Et elle ressent que Sauron est toujours présent et elle veut absolument le traquer et elle retrouve sa trace aux contrées du monde. Sauf que son équipage, ils en peuvent plus, ils sont épuisés, ils veulent rentrer. Et elle veut pas abandonner ça. Alors le roi Gil-galad, lui, la récompense et en même temps, elle a un petit peu abusé de sa patience. Il la récompense, mais en même temps, il lui dit, bah, tu retournes à Valinor. Et donc Valinor, vous voyez, quand quand on a à la fin du Seigneur des Anneaux, on a Frodon, Bilbo, Gandalf, tout ça, ils partent, vous voyez, sur les terres immortelles, ils prennent le bateau avec Galadriel. Bon, elle prend le bateau, elle, pour naviguer vers le Valinor, qui est un autre continent que la Terre du Milieu, mais au dernier moment, elle saute du bateau et elle veut revenir en Terre du Milieu pour continuer de traquer Sauron. Déjà, il y a un truc mystique qui est super bien fait, c'est les cieux qui s'ouvrent quand ils vont pour rentrer au Valinor avec une espèce de lumière divine qui se dégage, c'est sublime. Tu sens que le Valinor, tu sens que c'est pas la Terre du Milieu, quoi. Tu sens que c'est autre chose. J'ai hâte qu'on nous montre ça. Galadriel obstiné, son amitié avec Elrond. Alors on se demande si Elrond il n'a pas des sentiments, même si en vrai, voilà, Elrond il n'est pas marié à Galadriel. Galadriel se mariera avec Celeborn, mais je ne sais pas si on le verra dans la série. Ça c'est, on voit déjà qu'ils sont mariés et qu'ils ont eu des enfants dans le Seigneur des Anneaux, chacun de leur côté. Ceci dit, Arwen n'est pas la fille de Galadriel, hein, c'est la petite fille de Galadriel, puisque Galadriel a eu des enfants et une fille qui s'est mariée avec Elrond et ça a donné Arwen. Donc Arwen, c'est la petite fille de Galadriel. Bon. C'est un détail. On sent l'amitié entre les deux. On sent que Elrond, même si dans un premier temps il n'est pas aussi clairvoyant que Galadriel sur la menace que représente Sauron, il commence à la prendre au sérieux. Et puis on voit la terre commencer à s'empoisonner. Les feuilles qui tombent, qui sont noires de poison. Le roi Gil-galad qui voit une feuille des arbres tomber avec le poison qui se répand. Des animaux, notamment des vaches, qui, au niveau de leur pie, au lieu de faire du lait, elles font du sang noir. On sent que le mal commence à se répandre en terre du milieu. En même temps, le roi Gil-galad demande à Elrond d'assister Celebrimbor, ou Celebrimbor, appelez comme vous voulez, pour la construction d'ouvrages qui vont perdurer pour les siècles et les millénaires à venir. Ils vont façonner la Terre du Milieu en quelque chose de grandiose. Et ils vont demander l'aide des nains, notamment de Durin. Et donc ça donnera les ouvrages que l'on a vus, les bâtiments que l'on a vus dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit. Donc on sent que la Terre du Milieu commence à être façonnée par les elfes pour lui donner de la grandeur. Mais ce n'est pas encore le cas, on est plutôt sur des terres sauvages. Donc ça, c'est du côté des elfes, il y a cette menace qui grandit. Durant les 2 épisodes, Galadriel donc va partir pour Valinor, puis essayer de revenir en Terre du Milieu à la nage, mais c'est normal, elle a des capacités surhumaines, c'est pas une humaine, donc ça n'en fait pas d'elle une super-héros Marvel. Elle essaye de revenir à la nage parce que les elfes, ils ont une plus grande résistance, longévité. Ceci dit, elle est quand même en mer et elle affronte une espèce de serpent de mer géant, elle traverse des péripéties, et probablement que dans le prochain épisode, elle va tomber sur Isildur, et nous sera présenté Isildur, l'ancêtre d'Aragorn. En tout cas, c'est ce que laisse penser la dernière image de l'épisode 2. À côté de ça, donc, on a la présentation des nains, avec la fierté des nains, la diplomatie de Elrond qui est ami avec Durin, la susceptibilité de Durin que Elrond n'ait pas assisté à son mariage et à la naissance de ses enfants. Donc il est temps pour moi d'en venir sur la princesse Disa, la reine Disa, la femme de Durin. Ils ont pris une actrice black. Bon, alors moi j'ai rien contre les blacks à partir du moment où c'est justifié dans le scénario. Sauf que dans l'univers Tolkien, à aucun moment, déjà ce personnage, je ne crois pas qu'il existe. Il me semble que ce personnage n'existe pas. Ou alors il est mentionné à peine, mais je crois qu'il n'existe pas. Et de toute façon, il n'est pas mentionné sa couleur de peau. Donc, s'il n'y a pas de couleur de peau mentionnée, on peut faire ce qu'on veut. Ok, oui, sauf que elle est censée donner la lignée de Thorin et de tous les autres, des descendants de Durin. Et les descendants de Durin, c'est pas des métis, c'est des blancs. Donc c'est pas logique. Vous voyez, ça fait partie des petites choses où les scénaristes, ils ont eu de la liberté, ils ont créé un perso, ils ont eu de la liberté,
et ils se sont un peu enflammés, ils se sont dit ah, allez, on va mettre Black Lives Matter, on va se faire plaisir, un petit peu de diversité. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. En plus, il y a un elfe qui est black et lui, pour le coup, il est excellent. Mais je vais y revenir. Mais elle, c'était pas nécessaire. Et elle a pas de barbe. Alors ça, c'est une incohérence. Ça, c'est une incohérence. C'est juste une incohérence. On peut pas dire autre chose. Les femmes nains ont des barbes. D'ailleurs, Gimli le dit dans Le Seigneur des Anneaux, on confond les hommes et les femmes. Parfois, les femmes, elles ont plus de barbe que les hommes. Donc, elle a pas de barbe. Elle est imberbe. C'est n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment gênant pour la série? Est-ce que c'est vraiment gênant pour l'arc narratif principal, Sauron, qui va faire en sorte de tromper tout le monde pour leur faire forger des anneaux de pouvoir, dont lui va forger l'unique pour avoir le pouvoir, et cette menace grandissante. Est-ce que le fait d'avoir pris une actrice black pour faire la Reine des Nains, qui n'a pas de barbe, est-ce que c'est vraiment gênant? Non. Clairement, c'est pas gênant. C'est une incohérence, mais c'est pas gênant. Mais maintenant, si on nous avait dit ils font un plan à 3, Durin, elle et une autre femme ou un autre mec, là, vous voyez, ça aurait été n'importe quoi. Mais ils vont pas faire ça. Rassurez-vous, je pense pas qu'ils vont faire ça. Faut pas être non plus. Ils sont pas suicidaires, vous savez, les producteurs. Ils essayent de mettre inclusivité et diversité, mais ils sont pas suicidaires. Ils savent très bien que s'ils font quelque chose qui va à l'encontre totale de Tolkien, ils vont perdre l'immense partie du public et ils vont se faire tellement défoncer sur les réseaux sociaux qu'il n'y aurait pas de saison 2. Donc, ils vont pas, je peux me tromper, mais ils vont pas faire d'inclusivité à l'extrême, quoi. On n'est pas dans Game of Thrones ou House of the Dragon, encore moins dans Marvel ou dans les séries Netflix d'aujourd'hui. Voilà. Si ça peut vous rassurer, on n'est pas sur Resident Evil Netflix. J'ai bien aimé Resident Evil Netflix, je suis déçu de l'annulation parce qu'il y avait du potentiel, mais on est à des années-lumière, il n'y a pas ce militantisme-là, hein. Calmez-vous, arrêtez aussi de faire une syncope dès que vous voyez un black dans un film. C'est pas parce qu'il y a des acteurs noirs que tout de suite c'est mauvais, hein. Et en plus, il y avait des acteurs et des actrices noirs avant qu'on parle de wokisme et de progressisme. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des quotas parce que on a eu des polémiques Oscar so white, il n'y a que des blancs qui ont des Oscars, ce qui est faux. Il y avait des acteurs afro-américains qui avaient des Oscars bien avant ces polémiques-là. Aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles avec Black Lives Matter, tous les blancs, c'est des méchants esclavagistes. Ok, aujourd'hui, quand on prend un acteur ou une actrice black, il y a cette idée aussi de quotas et de revanche sur, pas le patriarcat, mais de revanche sur un système oppresseur blanc. Donc je peux comprendre les réticences, mais arrêtez de croire que parce qu'il y a un acteur ou une actrice black, tout de suite c'est woke. C'est pas forcément le cas. Et c'est pas forcément gênant. Autre arc narratif, les pieds velus et l'elfe donc qui s'appelle Arondir et l'humaine jouée par l'excellentissime Nazanin Boniadi, mais je vais y revenir. Les pieds velus. Comme je vous disais dans la partie sans spoilers, ils ressemblent énormément aux Hobbits. Il y a des blacks parmi eux, mais c'est pas un problème parce que jamais on nous a dit que tous les Hobbits étaient blancs. Ça aussi, il faut arrêter. Maintenant, voilà, il n'y a pas de hobbit transgenre, il n'y a pas de pieds velus transgenre ou d'hommes enceintes ou ce genre de choses. Rassurez-vous, rassurez-vous. Puis à un moment donné, il faut arrêter aussi de faire une fixette sur la couleur de peau. C'est pas ça qui fait la qualité d'un show. Sauf si on nous mettait que des blacks à la place de tous les blancs. Mais c'est pas le cas. Donc les pieds velus, la petite Nori est très attachante. Je trouve que l'actrice joue brillamment. Elle a un joli visage, elle a des yeux pétillants, pleins de curiosité. On sent qu'elle a le goût de l'aventure, un petit peu comme Frodon bien plus tard, hein. On rappelle que ça se passe des milliers d'années avant. Donc à ce niveau-là, c'est génial. Elle va tomber sur une énorme révélation, mais j'en reviendrai dans quelques minutes pour finir la vidéo, parce que je vais encore faire 2-3 minutes et on va s'arrêter là. Et de l'autre côté, on a le mal qui se répand avec des elfes, enfin non pas des elfes, avec des orques qui creusent des trous, qui déciment des villages, notamment un village où il y a l'humaine Bronwyn, jouée par l'excellente Nazanin Boniadi, qui jouait dans Homeland. Je crois qu'elle est iranienne, je ne sais plus, mais très très belle.
et l'elfe sylvestre qui est black, enfin qui est métisse, qui s'appelle Arondir. Ouais, me demandez pas si le perso existe, je sais pas si le perso existe, j'ai pas non plus tout en tête de Tolkien. Et j'ai pas lu les contes et les légendes inachevées. J'ai lu le Silmarillion, mais contes et légendes inachevées, je sais pas, donc peut-être qu'il y a des elfes blacks ou pas, mais peu importe, c'est pas le souci. Là, il y a aucun problème. L'accent n'est pas mis, la couleur de peau n'est pas gênante. L'humaine et l'elfe, on sent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, et ça c'est absolument pas incohérent, puisqu'on avait Aragorn et Arwen, donc l'amour entre un humain et une elfe est tout à fait possible, et inversement, un elfe et une humaine. Donc à ce niveau-là, on n'en fait pas trop. On ne tombe pas dans ouais, ça se galoche, montre-moi ta cuisse, oh, je te soulève la jupe. Non, non, ça reste sobre, ça reste pur. Il lui dit voilà, vous savez que j'ai des sentiments, mais ça reste là, on se calme. Il y a rien de, on va pas plus loin. Et il devrait pas y avoir de scène de sexe normalement. C'est pour ça que le coach en nudité, j'ai encore des doutes. Mais je sais pas pourquoi ils avaient fait ça dans la promo. Mais dire qu'il y a un coach en nudité, à moins que elle tombe le t-shirt, enfin elle tombe la chemise. Sinon, je vois pas trop pourquoi ils ont pris un coach en nudité. Maintenant, aujourd'hui, c'est aussi dans les séries avec MeToo, ils mettent des coachs en nudité partout, même quand il n'y a pas de nudité. Donc, à voir pour les prochains épisodes. Mais pour l'instant, ça reste assez pur les sentiments qu'il y a entre eux. Et ça, c'est très bien. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que des orques commencent à se répandre en terre du milieu. Alors que jusqu'à là, ils observaient et il n'y avait pas. Mais là, ça commence à se corrompre. Et le fils donc de Bronwyn, de cette humaine, trouve une lame avec l'emblème de Sauron. Et on voit à un moment donné, il se taille sans faire exprès, et la lame attire le sang, et avec le sang, la lame se recompose. Donc c'est de la magie noire, c'est une lame qui a été forgée probablement par Sauron lui-même ou ses armées, et on sent voilà, qu'il y a des artefacts qui vont un petit peu ranimer le mal en terre du milieu. Et alors, la révélation, la surprise, c'est Météorman, l'homme venu d'une météore. Alors là, je pourrais pas vous dire. Honnêtement, je pourrais pas vous dire qui est ce perso. Forcément, ça doit être un Valar ou un Maillard, un des deux, qui a peut-être été envoyé par soit Manwë, soit Eru, mais ça, il faut connaître le Silmarillion. Eru, c'est le créateur de l'univers, Manwë, c'est son second. Euh, Peut-être qu'il a été envoyé parce que justement la menace grandit. On sent qu'il a beaucoup de pouvoir. Il est amnésique. C'est pas un vieillard, mais il a une apparence avec une barbe hirsute, des cheveux. Bon, en fait, il arrive d'un météore. Et ce météore, tout le monde le voit passer. Les elfes, les humains, les nains, tout le monde. Et ça atterrit près du champ où il y a les pieds velus. Et donc c'est la petite Nori, avec toute sa bienveillance et toute sa bonté, qui va essayer de venir en aide à cet homme, à lui faire recouvrir petit à petit la mémoire. Pour l'instant, il fait des inscriptions un peu mystiques, on ne sait pas trop, mais on sent que à la fois il a une connexion avec le vivant, puisqu'il est capable de parler aux lucioles, et en même temps, il est capable de corrompre et d'éteindre la vie, puisque les lucioles se désintègrent, voilà, il y a une espèce de part d'obscurité et de lumière en cet homme, et on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son identité. Si vous avez des théories, dites-les moi en commentaire. C'est un élément surprise parce qu'il n'était pas, il me semble qu'il n'était pas dans la bande-annonce, et ça va être probablement un élément crucial pour raviver à la fois, soit ça va être un élément crucial pour combattre Sauron, soit ça va être un élément crucial pour réveiller à nouveau le mal et lui donner plus de puissance encore. Donc ce personnage, on sent que ça va être un personnage extrêmement important, un personnage clé. Voilà ce que je pouvais vous dire avec spoilers. Après, je ne m'arrêterai pas non plus sur tous les détails, c'est pas le but, mais entre ma partie sans spoilers, où je vous ai dit tout le bien que j'en pensais au niveau d'interprétation, des décors, de la musique, des costumes, le soin qui est apporté, la réalisation, plus ces choses-là, je pense que vous avez compris que pour l'instant, je suis extrêmement satisfait et très rassuré. Mais ça n'augure pas de la suite. On verra les 6 prochains épisodes. Ça se peut que ce soit encore meilleur ou tout aussi bon, ou ça se peut qu'on tombe dans quelque chose d'indigeste.
pour l'instant, sur ces 2 premiers épisodes, j'ai rien à reprocher. Mis à part l'elfe, enfin, mis à part la naine black qui est incohérente, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est un détail. Donc, on va dire que à 95%, j'ai rien à reprocher à ces 2 premiers épisodes de Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme j'espère que vous avez apprécié les épisodes. On se retrouvera tous les vendredis matins pour la review. Alors ce sera un épisode, les autres vendredis. Là, il y en a eu 2, c'était exceptionnel. J'espère donc que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Moi, je lis tous les commentaires. Rassurez-vous, je lis tous les commentaires. Même si je ne réponds pas tout de suite, je les lis tous. Puis vous pouvez retrouver aussi mes vidéos sur House of the Dragon ainsi que les lives et la présentation du décor que vous voyez, nouveau décor. La présentation complète qui est sur 3 étages. L'étage du dessous, c'est les comics. De temps à autre, voilà, on variera, on montrera la partie du haut, la partie du bas. Tout dépend quand je présenterai des comics ou des jeux. Mais voilà, c'est le nouveau décor, c'est le décor que vous aurez. Il y a des décors qui sont meilleurs, mais celui-là est déjà pas mal. Merci à vous. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Portez-vous bien, passez un bon week-end et ciao tout le monde.